Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Gabriel Cuby, qui, malgré ses multiples voyages et occupations, nous fait le plaisir de venir. Alors Jean-Gabriel, je le connais depuis longtemps, hein. On ne se connaissait pas très bien, mais on se connaissait quand même de vue. Il a fait sa thèse à Meudon en instrumentation, en comptage de photons. Donc il a fabriqué un instrument pour compter des photons, c'est ça. Et il est resté à l'Observatoire de Meudon jusqu'en 1994. Ensuite, il est parti à l'ESO, l'Observatoire européen pour l'hémisphère sud. Il a passé d'abord 4 ans et demi à Garching, en Allemagne, pour construire et puis ensuite installer au Chili sur le VLT l'instrument Isaac, qui est observé en infrarouge. Et puis ensuite, il a passé 4 ans et demi au Chili, avec en particulier la mise en opération du VLT. Donc c'était une période particulièrement excitante. Il est ensuite revenu à Marseille. Donc depuis 2004, il est à Marseille. Il est directeur du laboratoire d'astrophysique de Marseille depuis 2012. Et quand il arrive à trouver du temps, il travaille aussi sur l'instrumentation et sur les galaxies lointaines, qui est son sujet scientifique préféré. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'un très grand projet, qui est un projet de l'ESO, qui est le EELT. Je vais le laisser vous dire de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Bien, donc le plan de ma présentation est le suivant. Je vais d'abord aborder quelques sujets généraux sur l'astronomie, une chance d'observation et d'exploration, certainement des choses que vous connaissez, mais j'aime toujours commencer ces conférences grand public par un certain nombre d'aspects liés à l'astronomie et à quelques éléments d'histoire. Ensuite, je vous présenterai les télescopes. Alors, vous savez aussi certainement comment fonctionne un télescope, mais je vous en présenterai quelques-uns des télescopes actuels au sol et dans l'espace. Et puis, j'aborderai donc la présentation des télescopes géants du futur, et en particulier le télescope européen, donc le ELT. Et puis, je vous présenterai quelques enjeux scientifiques de ces grands télescopes, de ces télescopes géants du futur. Donc je commence par astronomie, une science d'observation et d'exploration. Donc c'est une science d'observation, c'est une évidence. Donc l'observation du ciel a certainement toujours été une source d'inspiration et de création très, très ancienne, mais aussi un outil de pouvoir pour la mesure du temps, pour l'élaboration des calendriers, et un outil de progrès pour l'agriculture, la navigation, etc. Alors vous avez ici le disque de Nebra qui date de 1600 avant Jésus-Christ. C'est sans doute une des premières représentations du ciel. C'est un disque qui a été trouvé en Allemagne. Et vous avez donc une représentation de corps célestes. Alors ce disque qui est la Lune ou le Soleil, on ne sait pas forcément très bien le dire. Ici certainement un croissant de Lune. Vous avez sur le côté des morceaux de cercle qui représente sans doute la position du Soleil au lever ou au coucher du Soleil, au lever ou au coucher, au solstice d'hiver et d'été. Et il manque le même morceau de cercle de l'autre côté. Et puis vous avez un certain nombre de points qui certainement symbolisent des étoiles. Et ici vous avez un groupement de 7 étoiles, ce qui vous évoque certainement les Pléiades. Voilà. Vraisemblablement une des premières représentations du ciel que l'on connaisse en tout cas. Et puis bien sûr Stonehenge ou les pyramides qui là aussi ont des configurations, des géométries qui certainement ont été inspirées par l'observation du ciel. Donc les pyramides qui pointent aux 4 coins cardinaux. Et puis vraisemblablement pour Stonehenge, une position par rapport au coucher du soleil, également lever et coucher du soleil au solstice d'été ou d'hiver. Et puis vous avez ici une représentation d'une des premières cartes du ciel, représentation imprimée, qui date du XIe siècle et qui vient de Chine. Alors une question que je me suis souvent posée, c'est où en serions-nous si nous ne voyions pas le ciel ?
Si par exemple notre atmosphère était telle que nous ayons en permanence des nuages, il y a des atmosphères dans les planètes que nous connaissons qui effectivement sont en permanence couvertes de nuages, et donc un hypothétique habitant d'une de ces planètes ne pourrait pas voir le ciel. Eh bien, si l'homme n'avait jamais vu le ciel, eh bien, il n'y aurait pas de Stonehenge, il n'y aurait pas de Karnak, les pyramides seraient peut-être au moins orientées différemment. Copernic et Galilée seraient d'illustres inconnus. Vous savez que Copernic et Galilée ont découvert les lois du mouvement des planètes grâce aux observations faites par leurs illustres prédécesseurs, Tycho Brahe et Kepler en particulier. Et donc, certainement, nous n'aurions pas une compréhension des lois de la physique telle que nous l'avons aujourd'hui, et le progrès technique serait certainement également très limité. Donc, certainement, nous vivrions dans un monde très différent. Donc, l'observation du ciel et l'astronomie ont certainement joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Alors, pour en venir au progrès plus récent, depuis 400 ans, vous avez ici une illustration de la lunette de Galilée. Vous savez que 2009 était l'année mondiale de l'astronomie et ça marquait les 400 ans des premières observations faites par Galilée avec sa lunette. Et voilà ce que Galilée a observé. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'appareils digitaux, il n'y avait pas d'appareils photographiques non plus, donc les observations étaient retranscrites à la main. Donc c'était des dessins. Donc voilà Jupiter et les 4 satellites dits galiléens. Et voilà, 400 ans plus tard, ce qu'on a, on a des images avec une résolution extraordinaire de ces mêmes planètes et satellites. En 400 ans, la lunette de Galilée s'est transformée en ce télescope que vous reconnaissez tous. Je n'ai pas bien entendu. Hubble, merci. Et ici, une représentation de Saturne, également faite par Galilée. Et bien sûr, vous connaissez tous les spectaculaires photos de Saturne retournées par les sondes d'exploration du système solaire. Alors en 150 ans, de la même manière, voilà les progrès qui ont été réalisés. Un dessin fait par Camille Flammarion de la surface de Mars. Et puis voilà une image de Mars aujourd'hui. Et puis Mars, non seulement on en fait des images, mais vous le savez, aujourd'hui, on va se poser dessus. Vous avez ici une illustration du rover Curiosity lancé par la NASA en 2011, je crois. Également, en 150 ans, l'observation des galaxies a considérablement progressé. Donc un dessin de la galaxie du tourbillon fait par Lord Ross en 1845, une des premières photographies faites de cette galaxie réalisée à l'observatoire de Meudon à la fin du XIXe siècle. Et puis la même galaxie vue par Hubble il y a déjà au moins 20 ans. Donc aujourd'hui, on explore le système solaire, ce qui permet d'avoir des observations in situ des planètes, de leurs satellites, des astéroïdes, des comètes, des petits corps du système solaire. Quelques illustrations. Cette planète-là, Pluton, voilà, c'est un des derniers résultats spectaculaires de l'exploration du système solaire, retourné par la sonde New Horizons de la NASA. Io. Et donc Io couvert de volcans dus à des effets de gravitation et des effets de marée dus à sa proximité avec Jupiter et son orbite particulière. Ici la tache rouge de Jupiter, ici je ne vais pas dire une banale, mais une tempête sur Saturne. Alors une tempête, j'aime beaucoup cette photo. La taille là à peu près du front de la tempête, c'est la taille de la Terre. Donc pour vous donner une idée un peu
de l'importance de ces tempêtes sur Saturne. Évidemment, en 2014 et 2015, vous avez certainement suivi les résultats de la mission Rosetta, qui avait été lancée en 2004 pour aller explorer la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, avec un certain nombre donc d'images spectaculaires qui ont été retournées pendant 2 ans par cette mission. Et le laboratoire dont j'ai l'honneur d'être le directeur, le laboratoire astrophysique de Marseille, a participé au développement d'une caméra de cette sonde Rosetta, une des caméras de l'instrument OSIRIS. Bien, j'en viens donc au télescope au sol et dans l'espace. Alors, je vous ai montré la lunette de Galilée. Ça, c'est le télescope de Newton. Bon, vous connaissez la différence entre une lunette et un télescope. Lunette, c'est par réfraction et télescope par réflexion. Donc ici, on a des lentilles et dans un télescope, on a des miroirs. Sur ce schéma est représentée l'évolution du diamètre des télescopes en mètres au cours du temps. Alors on imagine, on voit cette progression et ça correspond à peu près à une évolution du diamètre des télescopes d'un facteur 2 tous les 30 ans. Alors pendant quelques années, il y a une vingtaine d'années, la question c'était de savoir si ce point-là, qui est l'ELT dont je vais vous parler, permettrait de se distinguer un peu de cette loi et puis d'avoir éventuellement une montée un peu plus rapide. Donc on espérait que ce point soit plutôt là. On espérait l'avoir aujourd'hui, en fait. Quand j'ai commencé à travailler dessus, la première lumière annoncée, la date de la première lumière, c'était 2017. Donc on y est. Le télescope vient à peine la construction vient à peine de démarrer. Bon, néanmoins, on est dans la courbe. Et je n'extrapolerai pas au-delà de l'ELT. Le principe de fonctionnement d'un télescope, vous connaissez. Donc c'est un miroir primaire qui assure la fonction collectrice du télescope et puis qui forme les images. Donc un miroir concave qui réfléchit donc la lumière qui vient de l'infini à gauche et qui va se concentrer vers le haut du télescope. Et puis là, il y a un miroir secondaire qui permet de renvoyer la lumière soit sur le côté dans une configuration que l'on appelle configuration Newton, qui est connue des astronomes amateurs, puisque beaucoup de télescopes amateurs utilisent cette configuration. Notre configuration est la configuration Cassegrain, où la lumière est renvoyée par le miroir secondaire, qui est un miroir convexe et qui renvoie, enfin convexe ou qui peut être concave d'ailleurs aussi, et qui renvoie la lumière derrière le miroir primaire du télescope. Et donc voilà un télescope, deux illustrations de télescopes modernes au sol et dans l'espace. Donc un des 4 miroirs du VLT, un miroir de 8 mètres de diamètre. Vous voyez le miroir ici, on voit la réflexion là sur le miroir. Donc c'est un miroir d'une seule pièce et je vais y revenir. Et puis de nouveau une image de Hubble. Alors parlons miroir. Miroir monolithique, 8 mètres, c'est à peu près la plus grande taille de miroir que l'on puisse concevoir, en tout cas qui ait jamais été réalisée. Si on veut faire plus grand, il faut avoir recours à une autre type de technologie, et c'est la segmentation, donc faire des segments jointifs. Donc vous en avez une illustration ici avec le télescope Keck, qui est aujourd'hui le plus grand télescope opérationnel au monde, qui fait 10 mètres de diamètre et qui est constitué de 36 segments qui chacun font 1,8 mètres de côté. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais donc les segments sont bien évidemment jointifs, le plus jointifs possible. Et toute la difficulté de cette technique, c'est d'assurer que les segments sont proprement alignés les uns par rapport aux autres.
On appelle ça dans notre jargon cophasé. Il faut maintenir ce qu'on appelle la phase de la lumière, du front d'onde. Et c'est technologiquement, évidemment, difficile. Mais il est tout aussi difficile de maintenir la surface d'un miroir de 8 mètres, parce que le miroir étant très grand et en même temps très fin, sinon il aurait une masse beaucoup trop importante et impraticable. Donc le miroir, en fait, est fin. Ce miroir-là fait 17 cm d'épaisseur. Donc vous avez 8 mètres de diamètre, 17 cm d'épaisseur. Alors, ce n'est pas une feuille de papier, mais presque, ça se déforme. Et donc, quand le télescope bouge, eh bien, le miroir se déforme. Et donc, le challenge, c'est de maintenir la cohérence de ce miroir, de la même manière qu'ici, il faut maintenir la cohérence des segments les uns par rapport aux autres. Et ici, vous avez une illustration du miroir du télescope spatial JWST, le James Webb Space Telescope, qui va remplacer le télescope Hubble, qui sera lancé l'année prochaine, en 2018. C'est un télescope de 6,5 mètres de diamètre, donc il y a 18 segments de 1,3 mètres de côté. Alors vous voyez que le revêtement, j'y reviendrai aussi, le revêtement de ces miroirs n'est pas le même. Ici, alors ça ne se voit pas forcément parce que c'est à incidence rasante, mais c'est un revêtement en aluminium. Et ici, bon, vous l'aurez compris, c'est un revêtement en or. Alors, sol ou espace, puisqu'il y a donc des télescopes au sol, des télescopes dans l'espace, donc pourquoi avoir des télescopes au sol et d'autres dans l'espace? C'est une question de longueur d'onde. Alors, longueur d'onde, vous savez sans doute ce que cela signifie. C'est un terme scientifique pour décrire finalement la couleur du rayonnement électromagnétique. Alors, notre œil est sensible à des couleurs qui vont du violet rouge. Donc, l'œil est sensible à ce petit domaine de longueur d'onde, mais il y a le rayonnement peut exister à des longueurs d'onde soit beaucoup plus faibles et donc des énergies beaucoup plus grandes, soit des longueurs d'onde beaucoup plus grandes et donc des énergies beaucoup plus faibles. Alors vous voyez par exemple qu'ici dans le domaine des hautes énergies, des très courtes longueurs d'onde, on est dans ce qu'on appelle le domaine des rayons X ou des rayons gamma. Quand vous allez chez le radiologue pour faire une radio, ce sont des rayons X, c'est de la lumière qui est utilisée pour faire la radio. Et donc c'est une lumière qui ayant une énergie plus grande et plus pénétrante, donc qui permet de faire des images radiologiques ou des images de vos valises quand vous passez à l'aéroport. Et donc là, l'atmosphère est parfaitement opaque. Donc aucun espoir de faire de l'astronomie X ou gamma depuis le sol. Et donc il faut aller dans l'espace. Alors, du côté des grandes longueurs d'onde, la situation est différente. Il y a ce qu'on appelle des fenêtres. Il y a des zones où l'atmosphère transmet. Donc, dans l'infrarouge en particulier, il y a des fenêtres d'observation où on peut effectivement observer depuis le sol. Et également, là, dans le domaine des ondes millimétriques, centimétriques. Par contre, dans le domaine des ondes radio, là, l'atmosphère transmet. Et là, c'est évidemment le domaine de prédilection pour tout ce qui concerne pas que l'astronomie, mais bien évidemment toutes les ondes radio pour la télévision, les téléphones portables, etc. Alors une illustration d'un télescope qui n'est pas optique, le télescope ALMA. Donc Florence vous disait que Pierre Cox fera une conférence prochainement sur ce projet. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui opérationnel, qui consiste en 66 antennes radio de 7 à 12 mètres de diamètre. C'est un projet mondial. Là, il y a une collaboration Europe, États-Unis, Canada, Japon, Taïwan, Corée et Chili. Du fait de la transmission de l'atmosphère qui n'est pas optimale à ces longueurs d'onde-là, enfin, au domaine de fréquence auquel observe ALMA, eh bien, il faut aller très haut en altitude afin de minimiser l'épaisseur d'atmosphère résiduelle et donc d'avoir la meilleure transmission possible. Donc, c'est un télescope qui est installé sur un plateau dans les Andes à 5000 mètres d'altitude. Alors, inutile de vous dire que travailler à 5000 mètres d'altitude, c'est
compliqué. Et du coup, les antennes, quand elles doivent être, quand il y a des interventions qui sont nécessaires sur les antennes, elles sont redescendues sur ce camion à une altitude un peu plus confortable, à 2000-2500 mètres, pour les opérations de maintenance. Alors encore une photo de ce projet, j'aime beaucoup cette photo aussi qui illustre donc ce radiotélescope ALMA dans une configuration compacte où toutes les antennes sont rapprochées, et puis vous avez derrière une vue du ciel austral avec deux nuages qui se sont interposés sur la photo, mais que vous aurez reconnus, qui sont bien sûr les nuages de Magellan. Alors des exemples de télescopes spatiaux, donc Hubble de nouveau. Hubble a été particulier dans l'histoire de l'astronomie spatiale, puisque il a été lancé donc, par une navette, et c'est le seul télescope qui ait pu être réparé dans l'espace, puisqu'il y a eu un certain nombre de missions de service pour aller le réparer. S'il n'y avait pas eu ces missions, aujourd'hui Hubble ne fonctionnerait plus. Donc non seulement il a été réparé, les instruments ont été changés pour des instruments plus performants, etc. Il y a eu, je crois, 4 ou 5 missions pour le réparer. Et puis vous avez ici des images de ces autres satellites, alors évidemment sur des fonds, des montages sur des fonds d'images du ciel ou de simulation. Donc ici c'est le télescope Herschel, télescope de 3,50 m de diamètre, télescope européen qui a fonctionné entre 2009 et 2013. Ici, le télescope Euclide, une des prochaines missions de l'Agence spatiale européenne qui sera lancée en 2020. Et ici, un télescope qui va observer dans les domaines des rayons gamma. Il va observer en particulier des événements très énergétiques comme les effondrements d'étoiles. Et c'est un télescope franco-chinois, donc qui est développé par l'agence spatiale française, le CNES, en partenariat avec la Chine. Alors, le successeur de Hubble, le James Webb Space Telescope, donc, je vous en ai déjà parlé, donc 6,50 m de diamètre. Et donc, voilà, le film montre la façon dont le télescope il va être déployé dans l'espace après lancement. Alors, vous voyez le miroir lui-même est replié. Donc là, sont en train d'être dépliés ce qu'on appelle les écrans de radiation qui en fait protègent le télescope du rayonnement du Soleil. Donc le Soleil est évidemment de l'autre côté du télescope. Donc tout ça évidemment est fait après lancement, le temps que le télescope voyage jusqu'à son point d'arrivée, qui est un des points de Lagrange, le point L2, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc d'abord les écrans de radiation sont déployés, et puis ensuite vous avez le miroir secondaire qui se déploie, et puis enfin le miroir primaire. Donc technologiquement, c'est un projet assez extraordinaire, et donc lancement prévu l'année prochaine, en 2018. Alors reprenons donc le cours de la présentation. Oui, alors juste pour finir là-dessus, juste un mot sur les autres messagers de l'univers. Ce que j'appelle les autres messagers de l'univers, c'est donc ce qui n'est pas rayonnement électromagnétique, ce qui n'est pas lumière. Vous avez certainement entendu parler en 2016 d'une découverte faite en 2015, la première détection d'ondes gravitationnelles réalisée par cet interféromètre, l'interféromètre LIGO aux États-Unis, qui a détecté la coalescence de deux trous noirs. Donc là, c'était une grande première. C'est un résultat qui était attendu depuis 100 ans, en fait, puisque c'était une prédiction d'Einstein, une prédiction de la relativité générale. Donc c'est une déformation de l'espace. Une onde gravitationnelle déforme l'espace, et c'est la déformation de l'espace qui a été mesurée par cet interféromètre, donc qui a été interprétée comme la coalescence de deux trous noirs. Donc ça, c'est tout un nouveau domaine de l'astronomie qui s'ouvre. Ça n'a rien à voir avec la lumière, ce n'est pas de la lumière, c'est réellement la déformation de l'espace que l'on mesure
et que l'on détecte. Et il y a des missions en préparation qui vont faire littéralement exploser l'astronomie dans les années ou les décennies à venir. Et puis un autre messager, ce sont les neutrinos, avec là des projets existants et d'autres en cours. Alors là, les télescopes sont dans une configuration un peu particulière. Ils consistent en des lignes comme ça de ce qu'on appelle des photomultiplicateurs, qui sont des détecteurs de lumière très très sensibles, qui détectent des niveaux de lumière très faibles et qui sont soit immergés au fond de l'océan où il fait très noir et ils détectent l'interaction des neutrinos avec la matière environnante, donc avec l'eau quand c'est au fond de l'eau ou au fond de la glace. Là, c'est un projet en Antarctique. Ces lignes de photomultiplicateurs sont rentrées dans la glace et c'est un projet américain. Bien, donc j'en viens maintenant au télescope donc, géant du futur, et donc plus particulièrement le projet EELT, donc le European Extremely Large Telescope. Donc vous avez ici une représentation, alors ne vous méprenez pas, c'est une vue d'artiste, comme on dit. Voilà à quoi ça ressemblera en 2024. Donc la construction a commencé. Voilà l'état de la montagne en 2016. Première chose qu'on fait quand on construit un télescope, c'est qu'on est obligé de ratiboser un peu le haut de la montagne, de construire une route d'accès, parce qu'évidemment, il faut développer toute la logistique pour la construction du télescope. Mais le point important, j'ai souvent fait des présentations sur ce projet, et pendant très longtemps, j'ai dit que la construction devait démarrer de manière imminente. Cette fois, je peux dire qu'enfin la construction a démarré. Alors, quelques éléments donc, sur ce télescope. Alors, la première chose, c'est qu'il est développé par l'Observatoire européen austral, l'ESO, dont vous avez certainement entendu parler, donc, qui est une organisation européenne qui construit des télescopes et opère des télescopes au Chili, dans l'hémisphère sud, et qui est donc en charge de la construction de ce télescope géant. Alors, le diamètre, 39 mètres. Je vais y revenir. Vous avez une idée de ce que ça représente, 39 mètres? Oui, certainement. La taille de la cour, là, j'ai vérifié sur Google Earth, la cour d'entrée de l'IAP, d'accord? Quand vous entrez par le portail jusqu'au fond de la cour, c'est à peu près 40 mètres, donc c'est à peu près la taille. Ça vous donne une idée. Donc il ne rentre pas dans la cour, le télescope. Il rentre tout juste en longueur, mais il ne rentre pas en largeur. Ça correspond à 1000 mètres carrés, ce qui est une autre façon d'appréhender la taille. C'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, vous voyez ce que c'est. C'est un grand terrain sur lequel vous avez de quoi construire une très très grande maison. Et ce n'est pas 1000 mètres carrés juste de verre, ce n'est pas du verre comme celui que vous avez dans votre salle de bain, c'est vraiment des miroirs qui sont ultra polis et qui les 1000 mètres carrés doivent être cophasés. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut maintenir tout ça en forme et c'est un des plus gros challenges de ce projet. Alors c'est évidemment segmenté, on n'imagine pas construire un miroir monolithique de cette dimension, donc il va y avoir 798 segments de 1,45 mètres de côté de diamètre. Bon, ce sont des segments hexagonaux. Alors, un aspect intéressant, c'est que vous savez que les miroirs de télescope doivent être périodiquement réilluminés. Un télescope, ça a le défaut, l'inconvénient d'observer en l'air. Et donc, c'est un collecteur à photons, mais c'est aussi un collecteur à poussière. Et ça se salit. Et périodiquement, il faut non seulement nettoyer, mais on n'y va pas avec une éponge pour nettoyer, parce que c'est évidemment très, très fragile. Et le revêtement
qui est dessus, que ce soit de l'aluminium, de l'argent ou de l'or, c'est évidemment très fragile. Et donc, ça doit être périodiquement refait. Alors, vous n'imaginez pas qu'un beau jour, il faut refaire les 798 segments, d'accord, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, la méthode, ça va être de changer tous les jours, ou presque, au moins tous les jours ouvrés d'une semaine, 2 segments. Donc, il y a 2 segments qui vont être enlevés tous les jours et qui vont être remplacés par d'autres segments qui ont la même configuration, évidemment. Et sachant qu'un segment, pour être réaluminisé, ça prend quelques jours, forcément. D'accord ? Donc c'est une opération qui va vraiment rentrer complètement dans la maintenance du télescope. Aujourd'hui, la réaluminisation ou réaluminure des télescopes, c'est une opération qu'on fait tous les 2 ans. Là, c'est vraiment quelque chose qui va se faire de manière quotidienne. Alors, au passage, vous noterez que quand on enlève 2 segments, il faut donc les remplacer. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir des segments de rechange. Donc, il faut au total, je crois que le chiffre exact, c'est 138, mais je ne suis plus absolument certain. Mais il faut de l'ordre de 150 segments de rechange. Donc, le nombre de segments qu'il faut fabriquer, ce n'est pas 798, c'est 798 plus l'ensemble des segments de rechange. La structure pèse 3400 tonnes et la coupole, qui est un élément important, on se dit la coupole c'est juste pour protéger, couvrir le télescope, oui, mais c'est la coupole qui va encaisser toutes les intempéries, donc tout ce qui est tornades, neige, etc., et vent. Et puis également les tremblements de terre. Il ne s'agirait pas que la coupole, le jour où il y a un tremblement de terre, et il y en aura, puisque c'est dans une région qui est sismique, il ne s'agit pas que la coupole, évidemment, s'effondre. Donc la coupole est un des éléments en fait, les plus chers de ces projets-là. Pas forcément ce qu'on pense a priori, mais c'est un élément très significatif du coût de ces projets. Alors, 39 mètres de diamètre. Donc je vous ai dit, la cour de l'IAP. J'aurais dû mettre une photo. En perspective, ça, ce sont les représentations de l'ESO, donc avec l'Opéra de Sydney, la Tour de Pise, la Statue de la Liberté. Il y a une référence française, l'Arc de Triomphe. Et voilà aussi ce que ça donne. Donc ça a été fait, c'est l'ESO qui avait fait ça au moment du lancement du projet. C'est en taille réelle, là. Il n'y a que les segments qui, évidemment, ne sont pas du tout réels. Alors, quelques autres éléments. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a, au niveau optique, donc il y a le miroir primaire, il y a le miroir secondaire, je vous ai expliqué. Puis ensuite, le faisceau revient, il y a un miroir tertiaire dessous. Et puis, c'est une configuration un petit peu particulière, ce télescope. La lumière est renvoyée vers un 4e miroir, puis vers un 5e, et elle est renvoyée sur le côté, et c'est là où il y aura les instruments. Simplement pour vous mentionner, M1, le miroir primaire, donc M1, j'en ai parlé, donc le 2e miroir, le miroir secondaire, M2, juste pour vous mentionner qu'il fait 4 mètres de diamètre. Il y a 20 ans, un télescope de 4 mètres de diamètre, c'était pratiquement les plus grands télescopes au monde. Et donc, dans 10 ans, ça sera juste un petit miroir qui sera suspendu la tête en bas pour regarder vers un télescope, vers un miroir qui sera 10 fois plus grand en diamètre. Qui dit 10 fois plus grand en diamètre, vous le savez, c'est 100 fois plus grand en surface. Alors, voilà une comparaison étrange. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je suis allé chercher une vingtaine de canettes? J'ai mis du coca, j'aurais pu mettre de la bière ou ce que vous voulez, votre boisson préférée. L'idée étant que ce sont des canettes en aluminium. Vous me voyez venir. Donc l'aluminium, je vous en ai parlé, c'est le revêtement. Ça peut être un des revêtements, ça peut être de l'or. Les canettes en or, on ne connaît pas encore.
Ça peut être un revêtement, et d'ailleurs, ça sera le revêtement de ce télescope. Alors, comment, pardon? Exactement. Donc, vous voyez là une canette, vous voyez ce que ça pèse, hein, c'est quand même pas grand-chose. Alors, il en faut une vingtaine quand même, j'ai fait le calcul. Il en faut donc une vingtaine. Avec une vingtaine de canettes d'aluminium, vous aluminisez le miroir primaire. D'accord ? Simplement dû au fait qu'il y a beau avoir 40 mètres, donc 1000 mètres carrés de surface, évidemment l'épaisseur est très faible. L'épaisseur fait à peu près 100 nanomètres, 1000 angstroms. Ensuite, donc ça vous fait un volume qui au final est très faible et donc qui correspond à cette quantité d'aluminium. Bon, vous avez ici une illustration de la taille. Donc le ELT, il est ici. Là, vous avez un télescope de 30 mètres de diamètre, dont je vais vous dire deux mots juste après. Je ne vais pas passer en revue tous les miroirs des télescopes existants. Donc tout ça, ce sont des télescopes existants. Vous avez ici le VLT, les 4 miroirs de 8 mètres de diamètre du VLT. Et puis vous avez la comparaison par rapport à un terrain de basket ou de tennis. Donc ça vous donne un peu une idée, une autre façon d'appréhender la taille de ce télescope. Alors quelques mots maintenant sur ce qu'on appelle l'optique adaptative. Ces télescopes sont trop grands pour être opérés de manière passive. Donc je vous l'ai dit, il faut contrôler en permanence le miroir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optique active qui va corriger les variations mécaniques lentes. Donc tous les segments, je ne vous en parle pas, mais tous les segments, ils sont supportés par de la mécanique et de la mécanique active. Donc il y a des pistons qui vont en permanence contrôler la position de ces segments. Et puis l'optique adaptative, elle va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est du contrôle, cette fois-ci en temps réel à très très haute fréquence, pour corriger les déformations de l'atmosphère. Et en fait, ces télescopes géants vont tous devoir fonctionner avec de l'optique adaptative. La taille est telle, les déformations sont telles qu'il faut avoir recours à des systèmes de contrôle extrêmement rapides, extrêmement efficaces, qui permettent également donc, de contrôler les déformations de l'atmosphère. Alors je refais une interruption pour vous montrer donc un autre film qui explique le principe de l'optique adaptative. Donc vous avez ce qu'on appelle un front d'onde qui arrive non déformé en dehors de l'atmosphère, et puis l'atmosphère déforme, vous voyez un peu les déformations qui sont représentées ici. Et donc une image qui aurait dû être comme ceci apparaît comme ceci au foyer du télescope. Et donc le télescope va mesurer ces déformations et puis par un système de contrôle et par un miroir déformable, le front d'onde va être corrigé. Donc vous voyez qu'il est perturbé avant et puis après la réflexion, on rend au front d'onde sa planéité. C'est le principe de l'optique adaptative. Et donc on revient à une image corrigée qui est très proche de l'image hors atmosphère. Donc c'est l'idée, le principe de l'optique adaptative de restituer la qualité des images et les images telles qu'on les aurait avec le même télescope si ce télescope était dans l'espace. Et donc une autre notion qui concerne les étoiles laser. Alors les étoiles laser, donc ce sont des lasers sont utilisés depuis le télescope, donc dirigés vers le ciel, pour créer des étoiles artificielles dans la haute atmosphère par un effet de rétrodiffusion. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais la lumière donc, émise par le laser va être en partie réfléchie, si on peut dire, c'est de la rétrodiffusion. Donc, vous avez une
petite fraction très faible fraction de la lumière du laser qui va être rétrodiffusée, qui va revenir vers le télescope. Et donc ce qui revient vers le télescope est utilisé comme une étoile qui permet de mesurer les déformations de l'atmosphère. Le point étant qu'il n'y a pas suffisamment d'étoiles brillantes dans le ciel pour mesurer en temps réel ces déformations de l'atmosphère, parce qu'il faut beaucoup de lumière pour arriver à mesurer ces déformations. Si vous ne savez pas mesurer les déformations, vous ne savez pas évidemment les corriger. Donc pour corriger, il faut mesurer les déformations. Et donc pour mesurer ces déformations, on utilise et on va utiliser de plus en plus, et en particulier sur les ELT, ces étoiles laser. Donc vous avez ici une image des télescopes Keck qui utilisent des étoiles laser. Également ici le VLT. Et là, vous avez une représentation de ce que seront donc ces étoiles laser qui sont tirées depuis le télescope, depuis le LT. Alors un point sur le retour industriel. Il est important de réaliser que ces projets gigantesques, c'est pas que pour les beaux yeux des astronomes que l'État, les politiques acceptent de les financer. C'est évidemment pour le progrès de la science, mais c'est aussi parce que ça permet de faire avancer la technologie et ça permet aux industriels d'avoir des projets innovants qui leur permettent d'abord qui leur apportent des ressources et puis qui leur permettent d'être toujours aussi à la pointe de l'innovation. Donc ce sont des enjeux industriels, ces grands projets. Et vous avez ici une illustration sur le cas du VLT, donc les 4 télescopes de 8 mètres d'un certain nombre de compagnies. Alors certaines ont disparu ou ont été restructurées, mais qui ont contribué. La plupart la quasi-totalité sont des compagnies européennes, puisque c'est un projet européen. Et donc évidemment, il y a un très gros bénéfice de ces projets pour l'industrie. Et d'ailleurs, l'ESO communique régulièrement sur l'importance des retours industriels. Vous avez ici ces 2 copies d'écran de communiqués de presse faits par l'ESO sur la signature des plus gros contrats. Ce contrat-là, qui a été signé en 2016, c'était le plus gros contrat jamais signé pour un télescope au sol. En sachant que les télescopes dans l'espace coûtent beaucoup plus cher et donc les montants sont différents. Alors, quelques aspects liés au site. Une question évidemment fondamentale quand on s'engage dans un projet comme ça, c'est de savoir où le construire. Donc, comment choisir le site. Très nombreux critères qui rentrent en ligne de compte. Bon, évidemment, un des premiers, c'est la pollution lumineuse. Vous imaginez bien qu'on ne va pas aller construire un télescope là, parce que le ciel est totalement pollué à cause de la lumière artificielle, pas plus qu'au centre de l'Europe. Vous avez ici une carte qui représente la combinaison de l'altitude et de la probabilité de ciel clair. Je n'ai pas retrouvé les références de cette carte, donc je ne sais pas exactement comment elle a été construite. Quoi qu'il en soit, ce que vous voyez donc en noir, ce sont les sites qui ont à la fois une grande altitude et une très forte probabilité de ciel clair. Alors vous retrouvez comme par hasard le Chili, vous retrouvez ici perdu au milieu du Pacifique Hawaï. Vous savez qu'il y a beaucoup de télescopes qui sont installés. Alors vous voyez que l'Himalaya pourrait être une région qui pourrait être intéressante pour l'astronomie. De manière plus surprenante, le Groenland également. Et puis là, vous avez tout l'Antarctique. Et le fait est que l'Antarctique est un site qui peut être intéressant pour certaines observations astronomiques parce qu'il y fait effectivement assez beau en hiver. Et puis c'est un site, la plupart de l'Antarctique est à haute altitude. Il y a des hauts plateaux jusqu'à 3000 mètres en Antarctique. Et puis il y a vraiment donc beaucoup d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, évidemment, critères techniques, logistiques, politiques, environnementaux et culturels, ce qui m'amène à
à cette planche-là où j'ai mis ici donc une image faite donc par l'ESO. Enfin, c'est l'ESO qui avait organisé une cérémonie pour la construction du projet ALMA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc une cérémonie qui avait été organisée avec les populations indiennes locales. Alors ça a beau être un plateau à 5000 mètres d'altitude, vous dites oui mais il n'y a personne qui vit là-haut. En pratique ce n'est pas forcément vrai, en tout cas ce sont des sites qui peuvent avoir une valeur culturelle ou religieuse pour les populations locales, et donc l'ESO avait pris le soin avant de lancer la construction de ce projet d'organiser une cérémonie avec les populations locales. Et là, c'est une situation qui aujourd'hui est malheureusement beaucoup plus tendue. Ça se passe à Hawaï. Donc le projet TMT, dont je vous dirai deux mots, le projet américain de 30 mètres de diamètre, qui est un peu le pendant de l'ELT, eh bien, voilà, aujourd'hui, il y a un conflit politique à Hawaï, et la construction qui avait démarré en 2015, je crois, a été interrompue, et elle est aujourd'hui interrompue. Elle n'a pas repris. Et donc c'est un véritable souci pour le projet. En même temps, voilà, ça montre que, bien évidemment, construire un télescope, c'est pour la science, c'est pour le retour industriel, c'est pour beaucoup de choses, mais il faut évidemment prendre en compte et incorporer le plus tôt possible les aspects locaux, sociétaux, qui sont importants. Et réellement, là, les populations locales à Hawaï se sont emparées du sujet pour dire qu'elles ne souhaitaient pas que ce télescope soit construit à Hawaï, qui est la montagne sur laquelle le télescope est construit est un site sacré pour les populations locales, et c'est un des arguments qu'elles utilisent pour s'opposer à la construction. Bon, au final, quand vous avez pu trouver un site, voilà, c'est le cas de l'ELT. Donc vous avez ici le site donc, qui a été retenu pour l'ELT. Donc c'est la montagne que vous voyez ici, Cerro Armazones. Ici vous avez Paranal, donc l'observatoire où il y a les 4 télescopes de 8 mètres, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et ici, le camp de base de ce télescope avec la résidence, les locaux techniques, etc. Et en fait, donc, une des raisons pour lesquelles ce site a été choisi, c'est que c'est un très bon site, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est aussi la proximité avec Paranal. Donc ça va minimiser les aspects logistiques. Donc il y a simplement une route à construire, et puis ensuite une partie du camp de base pour la construction se passera au niveau de Paranal, et y compris les opérations scientifiques à terme qui pourront se faire directement depuis l'observatoire de Paranal. Voilà, donc un petit film d'animation qui montre ce que sera donc ce télescope en 2024 si tout va bien. Et donc vous voyez la coupole, je vous en parlais tout à l'heure, qui est encore une fois un élément très important de ce télescope. Et puis magnifique voie lactée de l'hémisphère sud, vue de l'hémisphère sud. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'ESO, vous pourrez trouver plein d'autres films. Alors les deux autres projets de télescopes extrêmement larges, extrêmement grands. Donc le TMT, dont je viens de vous parler, dont la construction est interrompue, là, qui est toujours prévu pour être construit à Hawaï. Donc un télescope de 30 mètres de diamètre, donc on est dans des dimensions comparables. 30 mètres en surface, ça fait quand même beaucoup moins que l'ELT, que le projet européen. Et puis là, vous avez un autre ELT, enfin un télescope qui rentre dans la catégorie des ELT, mais qui, vous le voyez, repose sur un concept très différent. Ce sont 7 miroirs de 8 mètres de diamètre, donc un peu les miroirs du VLT que je vous montrais tout à l'heure. Là, il y en a 7 sur une seule et même structure. Et le diamètre équivalent en termes de surface, c'est de l'ordre de 21 mètres. Donc là, c'est également un projet américain et également en construction. Donc la construction a démarré également au Chili. Bon, et pour finir, donc, je vais parler un peu des programmes scientifiques de ces très grands projets. Alors, ce sont des télescopes généralistes donc qui vont
Ils vont observer depuis l'environnement le plus proche. On peut imaginer qu'ils fassent des observations d'objets du système solaire, des petits corps très lointains du système solaire, mais aussi les systèmes planétaires autour d'étoiles proches. Il va observer des galaxies, observer les étoiles, parfois individuellement dans les galaxies. Et puis, évidemment, observer aussi l'univers très lointain et donc aborder les grandes questions de l'astrophysique contemporaine là, sur l'assemblage des galaxies, la distribution des galaxies à grande échelle, les questions liées à la cosmologie et à la physique fondamentale. Alors, pour ce qui concerne les exoplanètes et les disques protoplanétaires, donc les questions que l'on se pose aujourd'hui et auxquelles l'ELT va essayer d'apporter des éléments de réponse. Je ne prétendrai pas que l'ELT réponde à toutes ces questions, mais au moins il va faire progresser les connaissances et apporter des éléments de réponse. Donc les questions sont: comment se forment les systèmes planétaires? Y a-t-il d'autres systèmes comme le nôtre? Quelles sont les atmosphères de ces planètes? Est-ce qu'il y a d'autres terres? C'est une des grandes questions contemporaines, d'autres planètes qui pourraient ressembler à la Terre. Et évidemment, la question encore plus ultime, c'est: peut-on détecter des signes de vie, ou au moins des signatures des conditions qui pourraient être propices à l'apparition de la vie dans ces planètes? Alors vous avez ici une image. Alors le fond, là, l'image de fond, c'est un dessin d'artiste, vous l'avez compris. On n'a pas aujourd'hui une vue d'un système planétaire en formation aussi détaillée que ça, mais c'est un peu comme on se l'imagine. Donc un disque de gaz et de poussière en rotation autour de l'étoile centrale, et puis des petits corps qui apparaissent et puis qui rentrent en collision et puis qui finissent par former des planètes avec des comètes et toute une panoplie d'autres objets dans ces systèmes protoplanétaires. Donc aujourd'hui, notre vision de ces systèmes protoplanétaires, c'est ça. Vous avez ici une image réelle, là, d'un disque protoplanétaire vu par la tranche. Alors, vous ne vous préoccupez pas là du centre, là, c'est simplement pour masquer l'étoile centrale. Donc, ça ne correspond pas à quelque chose de réel. Donc voilà, un disque comme celui qui est représenté ici en vue d'artiste, là, un disque aujourd'hui vu par la tranche, ça ressemble à ça. Donc ça fait appel à des techniques très sophistiquées, techniques d'optique adaptative dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis peut-être encore moins spectaculaire, mais tout aussi important scientifiquement, ici une image d'une étoile proche. Alors pareil, qui a été masquée, puis vous voyez qu'autour de l'étoile, il y a des résidus, parce que c'est très difficile de masquer complètement la lumière de l'étoile, surtout quand il y a une atmosphère. Par contre, on arrive quand même à discerner dans cette atmosphère des petits points. Et ces petits points, en l'occurrence, là, ce sont des grosses planètes. Alors vous voyez qu'on n'en est pas à aller voir les petits hommes verts qui courent sur les planètes, pas non plus même à résoudre ces planètes-là. Aujourd'hui, ce ne sont encore que des points, et ça restera des points avec l'ELT. Simplement, l'ELT va permettre d'avoir des... Là, sur cette image-là, je ne connais pas les détails, mais ce sont des grosses planètes, des planètes beaucoup plus grosses que Jupiter. Donc l'ELT va permettre de faire des images qui ressembleront à ça. Ça ne sont pas très sexy, mais c'est ce qu'on a. Et scientifiquement, c'est extrêmement important parce que ça permet effectivement d'isoler les planètes. Et on va pouvoir voir des planètes beaucoup plus petites. Et surtout, une fois qu'on a isolé la planète, on peut en faire de la spectroscopie, donc on peut avoir des informations sur l'atmosphère de ces planètes. Ce qui permettra, on l'espère, un peu justement de répondre à la question ultime qui est, est-ce qu'on peut détecter dans ces planètes des traces de signatures, si ce n'est de vie, au moins, encore une fois, de signatures d'espèces chimiques qui pourraient être propices à l'apparition de la vie. Bon, je ne rentre pas dans les détails ici, vous avez, ça c'est un spectre d'atmosphère, de l'atmosphère en l'occurrence
je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est celui de la Terre. Quoi qu'il en soit, il y a des signatures de l'eau, du gaz carbonique, du méthane, etc. Donc ce sont ces observations qu'on espère faire avec l'ELT de planètes, donc sur ces petits points dans le futur. Alors une autre catégorie de grands programmes, ce sont les tests de la relativité générale autour de trous noirs supermassifs. Vous avez ici une illustration, c'est là aussi une vue d'artiste, du centre d'une galaxie ou du centre de notre galaxie. Il y a au centre de notre galaxie, au centre de la Voie lactée, il y a un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires, plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Et ce qu'on observe autour de ce trou noir, ce n'est pas le trou noir, par définition, il est noir, donc on ne peut pas le voir lui-même, mais on voit le mouvement des étoiles qui passent très proches, qui passent très près de ce trou noir. Et donc ça, ce sont des représentations des orbites des étoiles, et ça correspond, c'est un dessin d'artiste, mais ça correspond à des observations réelles. Et donc on espère avec l'ELT pouvoir se rapprocher encore plus près. Vous voyez que toutes les orbites là doivent passer par un point central qui doit être à peu près situé ici, qui est donc la position hypothétique du trou noir. Et on espère avec l'ELT pouvoir avoir accès à des étoiles encore plus faibles et pouvoir aller vraiment mesurer des orbites d'étoiles très très proches de ce trou noir central. Donc au niveau de la galaxie, alors c'est la Voie lactée, mais pas que, c'est les galaxies proches. Donc certainement une des choses que permettront les ELT, c'est d'essayer de reconstruire un peu l'historique des populations stellaires dans ces galaxies. Alors les galaxies, vous savez qu'elles évoluent au cours elles ont évolué au cours de l'univers, et en particulier il y a eu des fusions de galaxies. On observe les galaxies, on observe des fusions de galaxies. Et donc on essaye aujourd'hui dans notre propre galaxie et puis dans les galaxies proches d'essayer de reconstruire un peu l'historique des fusions de ces galaxies, un peu comme on reconstruit sur Terre, vous savez, l'historique des migrations humaines, en essayant de reconstituer avec par exemple à partir de l'ADN un peu quelles ont été les migrations au cours de l'histoire de l'humanité. Et bien là on essaye sur une galaxie d'essayer de reconstruire l'histoire des fusions en essayant d'identifier des populations d'étoiles. Mais pour ça, il faut avoir accès, il faut arriver à ce qu'on appelle résoudre les étoiles individuellement. Donc il faut les voir individuellement, et l'ELT, par son pouvoir collecteur, mais aussi par son pouvoir en qualité d'image, va permettre de voir les étoiles individuellement, tout au moins un plus grand nombre d'étoiles individuellement, et donc de reconstruire, encore une fois, cet historique des fusions qui ont marqué donc, l'histoire de notre galaxie et des galaxies proches. Bon, vous avez ici une simulation, je ne vais pas rentrer dans les détails, de ce que verra ou ce que pourra faire le James Webb Space Telescope. Et puis ici, l'ELT, vous voyez qu'on a accès à beaucoup plus grand nombre d'étoiles, et d'étoiles beaucoup plus faibles. Et le dernier point, c'est l'univers lointain. Donc là aussi, des questions fondamentales sur notre compréhension de l'univers et sur les grandes questions d'aujourd'hui. Comment les galaxies se forment et évoluent au cours du temps, quand les premières galaxies se sont-elles formées, et comment et par qui l'univers a-t-il été rayonisé. Bon, c'est un terme un petit peu barbare. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour vous montrer, là de nouveau, c'est une simulation. Aujourd'hui, on essaye de simuler un peu les observations qu'on va pouvoir faire avec l'ELT. Donc vous avez ici une simulation de nouveau ce que fera le James Webb Space Telescope, et ce n'est pas pour faire une comparaison qui soit défavorable au James Webb Space Telescope, qui va être une machine fantastique dès l'année prochaine. Mais vous voyez un peu par comparaison ce que permettront de faire, ce que permettra de faire l'ELT par comparaison au James Webb Space Telescope. Donc c'est la même galaxie vue par le JWST et vue par l'ELT ici. Donc voilà un peu ce qu'on espère faire.
Bon, ici, une autre simulation. Et donc, pour expliquer, là, peut-être, pour conclure, là, c'est cette question de la rayonisation. Donc, vous avez ce petit schéma qui représente une sorte de ce qu'on appelle une sorte de cône d'univers. Donc, on part d'une sorte de temps T0 qui est le Big Bang, et puis, au cours du temps, donc l'univers est en expansion, alors, et en expansion, en expansion très accélérée au début, et puis ensuite une expansion ralentie avant d'être de nouveau accélérée. Mais je ne rentrerai pas dans cette question. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au départ, donc l'univers alors au moment du Big Bang, c'est un plasma. Il n'y a évidemment pas de gaz neutre. Les conditions de température sont telles que le gaz est complètement ionisé. Et puis à un moment donné, le gaz se refroidit du fait de l'expansion de l'univers, et de l'hydrogène neutre apparaît. Et petit à petit vont apparaître des étoiles. Alors comment apparaissent ces étoiles, on ne comprend pas très bien aujourd'hui. Enfin, on sait que ça va être par effondrement de poches de gaz. Il y a des inhomogénéités dans la distribution du gaz issu du Big Bang. Et donc là où il y a des surdensités de gaz, eh bien, ça va s'effondrer, ça va former des étoiles. Alors, encore une fois, on ne sait pas, on a des idées, il y a des théories, mais on ne sait pas forcément aujourd'hui très bien comment ces étoiles se forment. Le point est que petit à petit, donc, ces étoiles se forment, peuvent s'assembler en galaxies, et puis elles vont émettre un rayonnement ultraviolet très intense qui va ioniser le gaz environnant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'époque de la rayonisation, puisque au départ, le gaz était ionisé, il n'était pas neutre. Ensuite, il est devenu neutre. Et puis, l'apparition des étoiles et des galaxies a rayonisé ce gaz. Et c'est toute la question, c'est un très grand sujet d'actualité aujourd'hui pour les astronomes, qui est de comprendre cette phase, cette transition de phase qu'on appelle la rayonisation. Bon, je ne vais pas rentrer, pardon, je suis allé trop vite. Et donc, ma planche de conclusion. Donc 3 projets internationaux qui seront opérationnels en 2025, même si on voit bien que le calendrier risque de ne pas être en phase pour les 3 projets. Bon, le point important, c'est que ce sont des projets qui s'inscrivent dans le long terme. Moi, j'ai entendu parler la première fois d'un projet de télescope géant. À l'époque, on parlait de 100 mètres. Donc c'était géant, puis c'était peut-être pas très réaliste, mais quoi qu'il en soit, j'en ai entendu parler en 1996, je crois, par là. Et voilà, donc ce sont des projets qui prennent le temps qu'ils soient réalisés, ça prend 30 ans. C'est un peu l'échelle de temps pour ce qui est normal, ce sont des projets gigantesques. Si ça vous intéresse, je vous renvoie, c'est en anglais, mais il y a un article très intéressant qui date, je crois, de 2015, dans Scientific American. Et en fait, ce que dit un peu l'article, c'est que si les astronomes s'étaient mis d'accord dès le départ pour construire un ELT, plutôt que de vouloir en construire 3, eh ben aujourd'hui, on n'en aurait rien. Bon, c'est un peu la conclusion de l'article. Alors, ça peut être débattu. Enfin, c'est assez intéressant, néanmoins, comme analyse. Et voilà, et puis bien sûr, ces projets permettront des découvertes scientifiques qui révolutionneront certainement notre connaissance de l'univers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des tas de questions. Bonsoir, merci pour cette présentation. Vous ne l'avez pas dit, mais je suppose que tous les segments sont identiques en épaisseur, en courbure. Est-ce exact ? Et deuxième question, sur la photo où on voit les 4 étoiles, les 4 faisceaux laser, pourquoi il y en a 4 et pas 1 ? Merci. Alors non, les segments ne sont absolument pas identiques.
parce que la surface n'est pas... le miroir primaire n'est pas sphérique. C'est une parabole. Pas exactement une parabole non plus, mais enfin, peu importe. Donc, c'est asphérique. Autrement dit, la courbure n'est pas la même au centre et à l'extérieur du miroir. Donc, les segments donc, ne peuvent pas être identiques. Et ensuite, vous avez une autre contrainte. Alors, ils pourraient être identiques de manière radiale, c'est-à-dire sur un rayon donné, ils pourraient effectivement être identiques, sauf qu'après, vous avez la contrainte de la géométrie hexagonale. Ce qui fait que deux segments sur un même rayon, c'est là où je vais peut-être faire un dessin. Donc sur un rayon donné, donc ça c'est le centre et puis bon, peu importe le diamètre. Donc sur un rayon donné, un segment ici a la même courbure que son voisin. Par contre, son voisin, il ne va pas avoir la même géométrie hexagonale par rapport à la courbure, si vous me suivez. Ce qui fait qu'en fait, donc ces deux segments-là ne sont pas interchangeables. Par contre, ce segment-là va pouvoir être interchangeable avec un autre segment qui va arriver, alors je ne sais pas si c'est au bout du 6e ou je ne connais pas les détails, mais qui va pouvoir être interchangé avec un autre segment qui va arriver un peu plus tard. D'accord ? Toujours sur le même rayon, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à 138 familles de segments, d'où les 138 que je mentionnais tout à l'heure. 138 familles ? J'espère que je ne me trompe pas, c'est le chiffre que j'ai en tête, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc, votre deuxième question qui était sur les étoiles laser, donc pourquoi 4 et pas une pour des questions un peu techniques, qui est que, alors je vais vous faire un autre dessin, donc vous avez le télescope ici, et donc je vous ai expliqué que l'étoile laser, elle est réalisée donc par rétrodiffusion de la lumière laser. Ça se passe à peu près à 90 km d'altitude. Donc cette distance-là est de l'ordre de 90 km. Et le problème, c'est que donc ça n'a pas la même distance que les objets qu'on observe hors atmosphère qui sont à l'infini. D'accord ? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de cône, qui fait qu'en fait, l'étoile ne va pas permettre de sonder toute l'atmosphère. Donc le télescope va voir comme s'il y avait une étoile ici, si vous voulez, et ça ne va pas permettre de sonder toutes les régions vues par le télescope. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir d'autres étoiles qui vont éclairer plusieurs, voilà, pour couvrir tout le champ et en plus couvrir aussi le champ vu par le télescope et pas que sur l'axe. C'est bien, j'apprends des choses, moi aussi. Oui, j'ai une question aussi sur l'optique adaptative. Quand vous mesurez après que le front d'onde soit arrivé, il faut supposer, quand vous faites la mesure et avec la correction, que le front d'onde suivant sera perturbé comme le front d'onde qui était arrivé. Donc il y a un décalage quand même, comme il y a une vitesse quand même assez rapide. Alors ça veut dire que les fluctuations sont estimées, ou est-ce que les fluctuations sont elles-mêmes corrigées en statistique, en moyenne et tout? Ça c'est la question, parce qu'en fait ceci remplacerait peut-être ces histoires de fluctuations. Oui, alors c'est la notion de bande passante quand vous avez un système de contrôle. D'accord, vous avez une fréquence caractéristique d'une perturbation. Donc en l'occurrence, les perturbations induites par l'atmosphère qui ont une fréquence caractéristique. On va dire 100 Hz. D'accord, donc c'est, voilà, on connaît. C'est lié à beaucoup de choses liées à l'atmosphère, mais aussi en particulier à la vitesse du vent. Enfin, vous voyez, ce sont des choses qu'on a déjà mesurées. Donc
l'échelle typique de variation temporelle, des perturbations temporelles de l'atmosphère, c'est disons 100 Hz. Pour corriger, il faut effectivement, comme vous le dites très justement, il faut effectivement faire une mesure qui soit beaucoup plus rapide que ça. Parce que sinon, on va faire une mesure, mais c'est, comme vous dites, le front d'onde suivant qui va arriver, et donc la correction ne va pas être appropriée. Donc il faut mesurer et corriger à une fréquence qui est beaucoup plus rapide. Et donc l'ordre de grandeur, il faut être 10 fois plus rapide que l'atmosphère. Donc la fréquence de contrôle, c'est 1000 Hz. Voilà. Et donc les fréquences des actionneurs là, du miroir déformable, c'est de l'ordre de 1000 Hz. Peut-être vous l'avez dit, mais j'ai oublié. Combien de temps il vous faut pour réilluminer ces 2 segments par jour que vous enlevez? Exactement, je ne sais pas, c'est une question de quelques jours. Quelques jours. Donc ça fait plusieurs jours multipliés par 2 où il n'y a pas des miroirs correspondants qui manquent. Non, alors justement, c'est pour ça qu'on a des miroirs de rechange, d'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on en enlève 2, on remplace par 2 qui sont compatibles avec les questions de géométrie là qu'on a évoquées. Donc, en principe, il y aura toujours tous les segments, d'accord? Alors, sur l'échelle de temps, je suis pas certain. C'est clair que quand je dis quelques jours, ça sera plus proche de 2, 1 ou 2, que de 10. Aujourd'hui, un miroir de 8 mètres de diamètre, c'est pas une mince affaire de descendre un miroir de 8 mètres de diamètre du télescope. On l'emmène 5 km plus loin, enfin je parle du Paranal, là, du VLT, ces opérations que j'ai vues. Ensuite, on suspend le miroir, on le nettoie, et puis ensuite il faut le laver, donc il faut enlever la couche d'aluminium, puis ensuite il faut mettre ça dans une cloche à vide pour remettre une couche d'aluminium, une nouvelle couche d'aluminium, etc. Ça prend, allez, on va dire une petite semaine. Par contre, là, vu que ça va être vraiment partie intégrante des opérations, forcément le processus va devoir être beaucoup plus rapide. Donc je ne connais pas exactement les spécifications là, mais enfin j'aurais tendance à dire c'est sans doute prévu pour durer 2 jours, peut-être 3 au grand maximum. Merci pour l'exposé. Une question là, pourquoi est-on revenu à une coupole et on a oublié les boîtes style ELT? Il paraît que la coupole, c'est pas l'idéal au point de vue gestion de la turbulence. Vous voulez dire rond plutôt que boîte. Que cylindrique. C'est une bonne question et je ne suis pas sûr de connaître la réponse. Non, je ne suis pas sûr de connaître la réponse. Je pense là, je me poserai la question autrement. Pourquoi pour le VLT, on a adopté des coupoles cylindriques et pas sphériques? Il devait y avoir de bonnes raisons. En tout cas, là, je pense qu'il n'y avait pas le choix, parce que vu la taille, comme je le disais, c'est un des éléments les plus critiques, la coupole. Et donc, en particulier, ce qui est critique, c'est le poids. Et donc, pour minimiser le poids, ça, c'est clair qu'il faut avoir une géométrie sphérique. Pour le VLT, je ne sais pas plus vous dire là, quelles ont été les raisons qui ont amené une structure un peu plus cylindrique. Non. Je ne sais pas vous dire en fait. Bonsoir, merci. Pourquoi illuminer plutôt avec de l'aluminium, de l'argent ou de l'or? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on peut chercher à éviter ou à obtenir? Oui, alors l'aluminium, donc l'argent ou l'or, qui sont les revêtements les plus utilisés, en fait, n'ont pas les mêmes propriétés en termes de réflectivité. Donc ils ne vont pas réfléchir la lumière optique et infrarouge, parce que ces télescopes observent dans l'optique et dans l'infrarouge, ils ne vont pas réfléchir de la même manière. Donc pour l'infrarouge, si on veut privilégier l'infrarouge, on va plutôt utiliser l'or
ou l'argent. C'est pour ça que le James Webb, qui est en or, là, revêtu avec un revêtement en or, le revêtement est en or, un télescope n'est pas en or. Comme c'est un télescope infrarouge, l'or est parfaitement adapté, c'est l'or qui donne les meilleures performances. Si par contre on veut aller plutôt du côté du bleu, là il faut plutôt de l'aluminium. Donc c'est un peu ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Après il peut y avoir des éléments, des arguments plus technologiques sur la facilité de faire un dépôt en aluminium ou en argent ou en or. Mais le premier élément, le premier critère de choix, c'est vraiment la réflectivité. La réflectivité en fonction de la longueur d'onde. Une dernière question? Oui. Tout me paraît gigantesque. Alors ça suppose qu'il y a une ville en bas avec énormément de personnes, d'ateliers, de matériaux. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît énorme comme logistique à réaliser. Plus l'eau, le problème de l'eau, enfin, etc. quoi. Qu'est-ce que ça donne, ça? Alors, oui, c'est évidemment une très grosse logistique. Pour l'observatoire de Paranal, aujourd'hui, avec donc les 4 télescopes de 8 mètres et puis pas mal d'autres petits télescopes, donc une très grosse infrastructure, hein, sans doute la plus grosse infrastructure pour un seul et même télescope, on va dire, même s'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça représente en termes de logistique? Ça représente, je crois, de mémoire, plusieurs camions-citernes d'eau par jour. Ça représentait à l'époque au moins un camion-citerne par jour de diesel pour faire fonctionner les générateurs d'électricité. Voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur de la logistique. C'est pour ça que c'est en plein désert d'Atacama. Ceci dit, c'est à 150 km d'Antofagasta. Maintenant, la route est complètement... moi, quand j'y ai travaillé, il y avait la moitié de la route c'était de la piste. Hein. Donc, il y avait une première partie du voyage qui était encore assez agréable, puis après, ça devenait beaucoup moins agréable. Maintenant, c'est complètement revêtu tout le long. C'est quasiment une autoroute. Donc, c'est assez rapide. Et donc, voilà, c'est des camions et des camions par jour pour la logistique. Ça, c'est quand on est en opération. Alors évidemment, quand on est en construction, là, les 798 segments, juste un point de détail, la taille, je vous ai dit, vous l'avez noté, combien? Un 45, je crois que c'est ce que j'ai dit. Et ben voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Un des critères, si ce n'est le critère pour le choix de la taille, c'est la possibilité de mettre des segments dans des containers et pas aller faire des containers spéciaux, les containers qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, parce qu'évidemment, il faut ensuite protéger, donc il faut des caisses qui soient beaucoup plus grandes. Et donc, je ne sais pas combien on rentre de segments dans un container, on ne va pas rentrer beaucoup. Et voilà, donc ça va faire des milliers de containers qui vont devoir arriver sur le sommet de la montagne pour la construction. Il va y avoir à peu près 30 km, c'est ça, entre le Paranal et Armazones, oui, voilà, c'est ça, à vol d'oiseau. Et la poussière soulevée par la construction de VLT, ça ne va pas du tout gêner le VLT? Non, parce que c'est loin. Et puis de toute façon, maintenant, la route est complètement goudronnée. Donc, oui. Et la route, elle va être complètement goudronnée. Donc, il n'y aura pas de poussière. Oui. Voilà, la poussière, elle a été un souci pour le VLT, parce qu'entre le moment où le premier télescope a été opérationnel, alors que les 3 autres étaient encore en chantier, effectivement, c'était un site de construction. Ça a été un petit peu délicat à gérer, parce qu'il fallait évidemment éviter que les 3 télescopes en construction ne génèrent de la poussière, alors qu'il y avait déjà un télescope qui était en opération.
Bon, eh bien, merci beaucoup Jean-Gabriel et merci à tous d'être venus. Merci à vous. Et donc le mois prochain, c'est à Phare-à-Bœuf.